Bon début de semaine tout le monde, ici Alain Usereau et Marc Griffin pour notre balado hebdomadaire compte complet. Marc, on aurait facilement pu faire 2 heures avec tout ce qui est arrivé au cours des dernières heures. Évidemment, ça s'est bousculé. On a fait le match Yankees-Red Sox dimanche. On était resté 10 minutes plus longtemps, probablement qu'on aurait pu parler. Match de 4 heures et quelques, là, c'était assez, là. Justement. Mais après le match, on a annoncé que Dave Dombrowski s'était terminé comme directeur général. C'est le premier sujet qu'on va aborder d'ailleurs. Dombrowski qui a été viré par les Red Sox de Boston. Par la suite, blessure à Javier Baez, à laquelle il faut ajouter celle d'Addison Russell, parce qu'il a été atteint à la tête par un tir. Donc, on a peut-être des ennuis au milieu de l'avant-champ chez les Cubs de Chicago, alors qu'on s'en va dans l'Ouest. Et là, les Diamondbacks d'Arizona s'invitent au party. Est-ce une surprise tant que ça? Pas certain. Michael Pineda, suspendu pour dopage. Quelles seront les conséquences pour les Twins du Minnesota? Yasiel Puig, est-ce que sa valeur en a pris un coup à la suite d'un manque d'effort dans un match impliquant évidemment son équipe, les Indiens de Cleveland? Belle histoire, celle que du retour d'Aaron Barrett. Et là, Marc, c'est un sujet que plusieurs ont abordé. Même j'ai été impliqué dans une discussion avec notre collègue Philippe Quentin sur le baseball. Est-ce qu'il est en déclin? On va peut-être en avoir des perspectives historiques là-dessus sur lesquelles on va pouvoir s'attarder. Marc, Dave Dombrowski, c'est terminé avec les Red Sox de Boston. Il restait 1 an à son contrat. Et là, on a décidé... c'est le moment où on a annoncé la décision qui me surprend. 10 minutes après la fin d'un match Yankees-Red Sox, alors qu'il reste un autre match entre les deux équipes ce lundi. Il y a des décisions, on en a parlé dans nos balados, il y a des décisions extrêmement importantes à prendre qui vont avoir une influence à long terme sur les Red Sox de Boston. Et on a décidé que c'était pas Dave Dombrowski qui était pour prendre ces décisions-là. Ouais, de toute évidence, Alain, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et parce que ce qui s'en vient, on en discute déjà. Là. C'est qu'on n'attend pas la fin de la saison. C'est déjà en discussion quels sont les plans pour revirer ça de base, si vous voulez. Là. Écoute, de toute évidence, on n'a pas aimé les réponses de Dombrowski. Il a été critiqué, évidemment, en début de saison. Rappelez-vous, les Red Sox, n'avaient plus Craig Kimbrell. On cherchait un releveur numéro 1. On n'est pas allé en chercher un. Officiellement, on a laissé aller Joe Kelly. On a laissé aller Joe Kelly. Alors, on n'a pas adressé, si vous voulez, qui était le problème majeur en début de saison. Évidemment, Mookie Betts fait beaucoup jaser. Il lui reste... Marc, il est au centre, je pense, de tout ce qui s'en vient chez les Red Sox de Boston. Absolument. Et là... Écoutez, les Red Sox sont présentement la masse salariale la plus élevée de tout le baseball majeur. On paie encore une fameuse taxe de luxe. Mais on a le dossier Mookie Betts à régler. On a des jeunes comme Andrew Benintendi aussi qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'argent qui devrait être dépensé, mais il y en a pas mal aussi qui sont dépensés actuellement. Puis il faut dire que... Price, Sale et Valdi, on disait là, que c'est au-dessus de 60 millions là, pour ces 3 lanceurs-là. Qu'est-ce que ça a donné, là? Je comprends de re-signer Valdi avec ce qu'il a fait en Série mondiale, mais là, cette année, ça a mal tombé. Ça n'a pas été comme on voulait. Steve Pearce n'a pas joué de l'année. Et alors, il y a des décisions financières qui n'ont pas été super. Mais je pense qu'on pourrait passer au-dessus de ça, par-dessus ça. Mais c'était, selon moi, là, c'est que ce qui s'en vient... En fait, un des aspects que j'aime moins, Alain, c'est que lorsque David Dombrowski a pris les Red Sox en main en 2015... On avait dans le top 5 des meilleures filiales de tout le baseball majeur. On était 4 ou 5, là, ça dépendait selon les experts. Et là, on a commencé l'année, on était près du 30e rang. On est 22e, là, pour être précis, là, si on fait une moyenne présentement. Donc, on a moins de joueurs d'avenir qui gravitent présentement autour de l'équipe. Et on a la plus haute masse salariale. Donc, il y avait des défis. Je pense que ça aurait pu être surmontable, tout ça. Mais de toute évidence, Alain, la philosophie d'amener l'équipe à la prochaine étape, ça ne fonctionnait pas. Alors, c'est traître parce qu'ils viennent gagner une série mondiale. Écoute, son équipe, là, tu regardes le rendement des Red Sox depuis... Mais un peu comme les Tigers, on ne peut pas dire qu'on laisse l'organisation, financièrement parlant, dans sa meilleure forme. Financièrement et l'état du réseau des filiales. Moi, je pense honnêtement, Marc, que c'est cet aspect-là qui fatigue les Red Sox de Boston. C'est l'empreinte qu'il a laissée à Détroit. Et là, il laisse la même chose présentement. En fait, ça se dirigeait vers la même situation du côté des Red Sox. Ça fatiguait bien des gens, de toute évidence. Ça veut dire pallier à coups de millions des carences que tu n'es pas capable de combler à l'intérieur de l'organisation. Bon, alors là, est-ce que... Puis, encore une fois, le fait qu'on le congédie en
3 semaines avant la fin de la saison, en plein milieu d'une série ou presque entre Yankees et Red Sox. Et il se passait quelque chose, Alain, même d'encore un peu plus important. Là. Oui, puis si je vais plus loin là, que Dave Dombrowski, parce que là, il y a un quatuor de personnes qui vont s'occuper des opérations quotidiennes de l'équipe, là, qui vont assumer les responsabilités que Dombrowski avait. Il y avait, 3 de ses adjoints, il y en avait plusieurs, là, mais il y en a 3. Brian O'Halloran, qui était responsable, lui, de l'aspect logistique, l'aspect légal des contrats et tout ça. Eddie Rosario, lui, on dit que c'est peut-être celui qui a le plus de chances d'être éventuellement le successeur là, de... Lui, son expertise, c'est au niveau du recrutement. Il l'a fait dans les pays latino-américains. Zach Scott, c'est un spécialiste des statistiques. Donc, les 3 étaient déjà VP adjoints à Dave Dombrowski, auquel on ajoute Raquel Ferreira, qui, elle, s'occupait des opérations des ligues mineures et des opérations quotidiennes. Et là, je t'ai pas mentionné 3 noms, Frank Wren, Tony La Russa, Bill James, qui sont, ni plus ni moins, la garde rapprochée de Dave Dombrowski. On passe à d'autres choses complètement, là. C'est pas mêlant, là. Non, on tourne la page sur l'aide Dombrowski. Ceci étant dit, c'est pas facile d'être un directeur gérant des Red Sox de Boston. Parlez-en à Theo Epstein. Et là, c'est au tour de David Dombrowski. Pourtant, ces 2 gars-là ont amené des séries mondiales à Boston, mais on veut... Quand je dis on veut plus, on veut pas plus... évidemment, c'est l'ultime, gagner une série mondiale. Mais on veut pas gagner une série mondiale 1 an, puis après ça, s'effacer pendant 4-5 ans. On veut bâtir quelque chose où, à chaque année, on est solide. Et là, je pense qu'on sentait le terrain glisser en termes de développement des joueurs, au niveau de la qualité du nombre de joueurs d'avenir. Et évidemment, le fait aussi qu'on est l'équipe qui paie le plus. Oui, c'est la différence avec Ben Cherington. Cherington, on lui avait reproché quelques contrats, notamment celui de Rick Porcello. Mais sauf que le réseau de filiales était pas mal mieux garni que ce que laisse Dombrowski. Ça fait 2 fois de suite qu'il fait le coup. On s'en rappelle à Montréal, cette désastreuse transaction pour Mark Langston. 2 ans plus tard, il était parti. Au moins, il y avait des jeunes qui commençaient à pousser dans l'organisation, mais ça a reculé au monticule l'organisation peut-être 1 an ou 2, là, cette transaction-là de Mark Langston. En tout cas, c'est triste parce que moi, c'est un homme que j'apprécie beaucoup, David Dombrowski, très généreux de sa personne, très bon pour le baseball, à bien des égards, très disponible. Mais on voit que le baseball, c'est une business. Et je pense que... tu l'as connu un peu, tu l'as côtoyé un peu. Est-ce qu'il est devenu dépassé avec toutes les nouvelles tendances maintenant qu'on a? Écoute, c'est dur à répondre, parce que je suis pas dans son quotidien ou dans son bureau. Est-ce qu'il apprécie vraiment cette nouvelle ère du baseball avec toutes les... Il y a beaucoup de monde dans le département statistique chez les Red Sox. Ça fait beaucoup de choses. Et écoute, effectivement, Alain, il est d'une génération de gens qui soit t'aimes ou soit que t'aimes pas cette nouvelle ère de baseball. Mais c'est un gars curieux de nature. Hein. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre à la question, parce que là, c'est un gars qui est toujours ouvert. Il a toujours été ouvert aux différentes possibilités. Maintenant, est-ce que c'était too much? Est-ce que c'était trop, là, cette espèce de... Bon, parce qu'Alex Cora était déchiré, là, évidemment, là, d'apprendre ça, parce que c'est Dombrowski qui l'a engagé, et puis on est déchiré derrière tout ça. Mais je pense que le message est clair, c'est que c'est le fun des Red Sox, mais c'est une business. Et lorsque ça ne marche pas comme on veut, malheureusement, il y a des décisions difficiles à prendre. Oui. Et juste me corriger moi-même, je parlais d'Eddie Rosario tantôt, c'est Eddie Romero, qui est le fils d'un ancien joueur des Red Sox. Mais dis-moi, Raquel Ferreira, est-ce que ça a un lien avec Fred Ferreira? Pas à ce que je sache. C'est une Américaine qui est née aux États-Unis. Donc, j'ai regardé aussi, j'ai pas trouvé de lien. Fred Ferreira, le requin des Caraïbes, rappelez-vous? C'est lui qui avait mis sous contrat, je me rappelle bien, Vladimir Guerrero. Exactement. Donc, non, il s'est trouvé avec les Orioles de Baltimore par la suite. Ouais. Bon, je pense qu'on va reparler des Red Sox d'ici là. Assurément. Maintenant, sur le terrain, on va jeter un coup d'œil sur la Ligue nationale. Les Cubs de Chicago, je suis pas prêt à concéder tout de suite le premier rond aux Cards de Saint-Louis, mais les Cards jouent de 100 après bonne balle. Et là, les Cubs doivent regarder autant derrière. Ça souffle dans le coup. Et là, on vient de perdre Javier Baez, semble-t-il, qui ne sera pas de retour d'ici la fin de la saison. Et là, Addison Russell a été atteint à la tête par un tir. On a rappelé le jeune Horner, qui était leur prospect numéro 1, qui a été blessé pendant une bonne partie de la saison. Blessure à un coude. Ça, c'est en plongeant. On vient de le rappeler. C'était leur prospect numéro 1. On s'en va dans l'Ouest. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Et compte tenu de l'irrégularité des Cubs de Chicago, il va falloir se mettre à jouer de la bonne balle. Là. Moi, je le sens pas.
Et je le sens pas. Tu sais, puis il y a des équipes. Quand je dis je le sens pas, c'est qu'on joue pas mal, malgré quelques absents. Mais je sens pas cette équipe-là sur un air d'aller qui va leur permettre d'aller au-delà de ce que les Cards font présentement. Parce que tu viens de parler des Cards. Là, tu as 3 matchs et demi qui séparent les deux équipes. Il reste une vingtaine de matchs, Alain. Là. Ouais. Alors, rattraper 3 matchs et demi, il faut que tu souhaites que les Cards perdent. Là. Même si tu gagnes tous tes matchs, là, à un moment donné, il faut... moi, je le sens pas. Et je pense que la perte de Baez est peut-être le dernier coup, là, malheureusement, du côté des Cubs de Chicago. Parce que Baez, c'était peut-être pas une aussi bonne saison que l'an dernier, mais c'est une très bonne saison. Il amène la vie, son jeu en défense. Il y a un paquet de facteurs qui fait que ce gars-là est très important, selon moi, dans cette formation. Et malheureusement, ben là, on devrait le perdre pour le reste de la saison. Alors, c'est malheureux parce que c'est arrivé comment? En glissant les mains en avant. Alors, tu sais, c'est ça. Tu sais, probablement le joueur, ou en tout cas parmi les joueurs les plus spectaculaires de tout le baseball. Et là, il se blesse sur un jeu où c'était presque même pas serré, ou en tout cas, peu importe. Mais c'est en plongeant. Et moi, je le sens pas. Tu sais, Kimbrel est sur la liste des blessés. Madden jongle avec ses releveurs. Mais Kimbrel n'a pas eu l'impact. Non, mais c'est ça que je dis. C'est que si Kimbrel avait eu l'impact qu'on aurait souhaité... Quand il était là. Exact. Là, on aurait dit... mais là, il est même pas là, puis c'est pas mieux, là, ce qui en Lester lance pas bien. Lester lance pas bien. Il a mal fait hier dans le match, en fait, de dimanche. Bon, j'aimais le fait qu'on ait échangé Castellanos. Moi, je pensais vraiment que l'effet Castellanos allait se faire ressentir davantage. On peut rien lui reprocher. Et il va très, très bien. Et malgré ça, on n'est pas capable d'aller au-dessus de la vague. Alors, ça joue sur le terrain, mais la façon dont les Cards jouent et la façon dont ça se présente du côté des Cubs, on va donner l'avantage aux Cards. Il y a 3 équipes derrière qui sont toujours dans le coup, incluant les Brewers de Milwaukee. Il y a Philadelphie également. Et les Diamondbacks de l'Arizona. Surtout les Diamondbacks de l'Arizona. Les Diamondbacks de l'Arizona, Marc, il y a quelques équipes. Si on retourne, par exemple, à la pause du match des Étoiles, il y avait un paquet d'équipes. Il y en a certaines, on se disait... Pas certains. Les Giants, les Pirates... Tu regardais les différentiels, tu pouvais en éliminer déjà une couple. Bon. Mais les Diamondbacks, on regardait justement ce fameux différentiel-là, puis c'était à la hauteur des bonnes équipes qui étaient en lutte. Et là, on est à 1 match et demi avant les matchs de lundi. Et tu regardes cette équipe-là, et malgré la transaction qui a fait en sorte que Greinke s'est en allé à Houston, ma foi, on a peut-être fait nos devoirs en faisant l'acquisition de John Garland, qui lance très bien, en faisant l'acquisition de Mike Leake. Robbie Ray est revenu. On sait que quand il est en santé, ce gars-là peut donner de très bonnes manches. Et ils ont une super vedette, Ketel Marte. Bon, super vedette qui est une des plus méconnues dans le baseball majeur. Voilà. Et probablement, on parle de Baez, mais Ketel Marte, je m'excuse, mais certainement un des joueurs les plus spectaculaires. Joue dans un marché où, malheureusement, on ne le voit pas tant que ça. Très bon en défense, autant comme voltigeur qu'à l'avant-champ. Exactement. Joueur complet, frappe la balle, des statistiques fort impressionnantes. Parmi les meilleurs WAR, évidemment, des Diamondbacks. Et c'est un vrai. Et lui, il transporte présentement cette équipe à bien des égards. Alors, lorsque je parlais tantôt, je le sens moins du côté des Cubs, cette perte de Baez, du côté des Diamondbacks, parce que c'est comme, on n'est pas supposé d'être là, nous. Alors, on joue de la bonne balle, tu comprends? Tandis que les Cubs, on devrait être là, puis on n'est pas là. Alors, on pousse, mais on semble pousser dans la mauvaise direction. Alors, dans le cas des Diamondbacks, écoute, on frappe la balle, Alain, et tu l'as dit, malgré la perte de Greinke, écoute, on lance bien. Il y a des choses intéressantes. C'est une organisation qui, bon an, mal an, perd... On a perdu Patrick Corbin. Même juste cet hiver, c'est Corbin qui est parti, Goldschmidt qui est parti, et AJ Pollock qui est parti. Écoute, c'est 3 joueurs étoiles. Mais quand même, on produit des joueurs, on développe des joueurs, on trouve le moyen que des gars débloquent rendus en Arizona. C'est une belle histoire, les Diamondbacks. Je vais te poser une question sur un joueur qu'on a mis sous contrat, Adam Jones. Pas sur le rendement sur le terrain, mais sur son influence sur le terrain. Tout le monde dit que c'est un professionnel. Est-ce que c'est un peu le Andrew McCutchen des Diamondbacks? Bien, écoute, Alain, tu sais, rappelle-toi les discussions qu'on a eues sur les Blue Jays de Toronto, où on vide les vétérans, on fait appel à plein de jeunes, puis ça va être bien beau tantôt, mais j'aime pas ça. J'aime ça, la présence
de gars. Vous savez, lorsque vous êtes dans un abri, puis ça va moins bien, puis tu as un Adam Jones qui s'assoit à côté de toi, puis dit « Hey, fais-toi-en pas, là. On va rebondir, tu vas rebondir, puis quand t'es trop... » C'est ça qui fait du bien. T'as beau t'asseoir devant le gérant, puis il t'explique. Ça prend des gars comme Adam Jones qui poussent dans la bonne direction, qui dit aux gars quoi faire quand c'est le temps, parce que les gars l'ont prouvé, ils ont l'expérience, ils ont été là. Et en plus, ils jouent bien. Ils produisent. Ouais. Alors, moi, là, je veux dire... Tu sais, Alain, t'as beau me dire là, toutes les statistiques avancées de ce monde, oui, on en a besoin. Mais l'aspect humain, l'aspect vétéran, je ne dis pas de remplir l'équipe de vétérans, mais t'en as besoin de 2, 3 ici et là qui... Puis ça, là, statistiquement, c'est pas vérifiable. Mais je suis convaincu que c'est un élément important des succès des Diamondbacks. Bon, les 2 prochains sujets, on s'y attardera pas trop. Marc, Michael Pineda et Yasiel Puig. Dans le cas de Pineda, suspension pour dopage. Il a pris la responsabilité de cette suspension. Pas certain, moi, que ça va avoir un gros impact sur les points du Minnesota. Moi non plus, honnêtement. On est presque sans dire assuré, on a une bonne marge de manœuvre. Écoute, ça aurait été un bon bras à voir. Oui. Tu sais, t'enquêtes là, tu le prends. Mais honnêtement, je pense que du côté des Twins, on essaie d'effacer ça le plus vite possible, puis on continue. On est sur une bonne lancée, on va bien, on efface ça. Tant pis pour lui. Je suis content qu'il ait pris ses responsabilités, disant qu'il ne le savait pas, mais c'est à lui à surveiller ça. Dans le meilleur des cas, en série, je dis bien dans le meilleur des cas, je ne suis pas certain, il aurait été 3e partant. Probablement que Berrios va être le numéro 1 en partant. Oui. Odorizzi, j'imagine, sera le 2e. Et le 3e, est-ce qu'on va y aller avec Gibson ou Perez avant Pineda? Et même Smeltzer, qui n'a pas mal fait du tout. Mais en fait, écoute, peu importe, il ne sera pas là. Bon, exact. Alors, moi, je pense que du côté des Twins, OK, regarde, il n'est pas là. Va servir ta suspension quelque part. Ouais. Mais nous, on a du travail à faire. Alors, moi, je pense que rapidement, on élimine Pineda de l'équation pour passer à autre chose. Puis, regarde, c'est comme ça, là. Oui. Et je pense qu'on sait déjà qu'on va commencer sur la route. On va commencer à New York ou à Houston, la première série. Donc, c'est juste à voir contre qui. Ça risque de frapper, en tout cas, du côté des Twins du Minnesota. Quoique contre Houston, ça sera un bon défi. Autant pour les lanceurs des Astros que pour les frappeurs des Twins. Bon, Yasiel Puig, c'est pas la première fois qu'il fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Cette fois-ci, quand on dit pas couru, c'est pas qu'il a jogué. Il a pas couru, il s'est dirigé dans l'abri immédiatement après un roulant envers le lanceur. Regardez, un pas et non, on va dans l'abri. Non, ça Alain, c'est non. Ça, c'est non. J'ai beaucoup apprécié ce que Santana a fait. On a laissé Puig rentrer dans l'abri. Il n'y a personne qui a dit un mot, ni Terry Francona. Et Puig savait probablement déjà là qu'il avait fait une faute. Et toi, tu voyais la fumée sortir des oreilles de Francona et de Brad Mills. Écoute, as-tu besoin de gérer ça, là, à ce stade de la saison? J'ai bien aimé le rôle de Santana. T'sais, on vient de parler de rôle de vétéran. Ouais. Alors là, tu as un Santana qui s'en va à côté et dit hey, écoute, là, ça va être bon, là, puis regarde, on est dans une... Tu peux pas faire ça, mon ami. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais, je me répète souvent, là, mais tu as 4 présences, peut-être 5 présences dans un match. Tu sais. Je te demande pas, là, le lanceur, il a la balle dans ses mains. Je te demande pas de faire le sprint de ta vie au premier but, mais donne un effort soutenu, puis va toucher le coussin. Premièrement, pour moi, à chacune des présences, à moins d'un retrait sur des prises, Alain, si tu frappes la balle, tu devrais au moins aller toucher le premier but. Que tu frappes un ballon, une flèche, un roulant, peu importe, va toucher le premier but. Ça devrait être une loi non écrite de l'inverse. Il ne l'a pas fait. Donc, j'ai aimé ça. Il a immédiatement avoué ses torts. Je pense pas qu'il va perdre de valeur, Alain, là-dessus. Non, juste par le fait qu'on n'est pas surpris. Tu sais, t'as ce que t'as avec Yasiel Puig, là. Est-ce que tu sais, honnêtement, là, si je t'avais dit, là, Alain, hier, il est arrivé ce tel jeu, tu m'aurais probablement nommé Puig parmi les 5 joueurs. Vrai ou faux? Oui, probablement. Bon, alors, il n'y a pas de surprise. Hein. Puig, voici ce que tu as. Tu as un gars qui est énergique, qui donne un bon rendement, qui a un excellent bras, qui peut faire des choses intéressantes, mais ça vient aussi avec le fait que, de temps en temps, il y a une crampe au cerveau. Et ça arrive. Alors, je pense pas qu'il va perdre la valeur. Par contre, pas sûr que ça va être avec les Indiens qui vont revenir. Oui, exactement. Bon. Une des belles histoires de la fin de semaine, c'est le retour très émotif d'Aaron Barrett avec les Nationals de Washington. Il y a une autre histoire émotive sur laquelle on va parler tout de suite après celle d'Aaron Barrett. Là. Il n'a pas lancé depuis 2015. Et là, cette saison, revient avec c'était avec Washington. Oui. A passé la saison à Harrisburg, la filiale 2A. Il était releveur numéro 1 là-bas. 31 sauvetages, une bonne saison. Et on décide de le rappeler. Et là, lance un premier match contre les Braves d'Atlanta. Et écoute, en son retour dans l'abri, il a éclaté. C'est un trop-plein, je pense, de 5 ans
sans toucher le monticule. Alain, moi j'ai subi une blessure importante. Donc, j'ai été pris dans C'est la même blessure. J'ai été pris dans une réhabilitation. Puis moi, ça a duré 1 an. Puis je voulais me cogner la tête sur les murs. Puis tu veux revenir au jeu, puis tu crois que tu reviendras jamais. Puis Lui, ça a été 4 ans. Ouais. Ça a été de multiples blessures. Je peux même pas m'imaginer ce qui se passe dans sa tête. Alain, ça devait être extraordinaire et je le comprends. Écoute, lorsque tu es en réhabilitation, là, c'est le double de l'effort, si tu veux, d'un joueur normal qui, lui, est en santé, qui doit rester en santé. Mais là, il faut t'en mettre toujours 2 fois plus pour revenir au jeu, pour revenir au même niveau, pour revenir au niveau des ligues majeures. Et là, tous ces efforts-là, pendant près de 4 ans, parce qu'il avait atteint son rêve là, en 2015, puis là, tout ça s'effaçait, puis écoute, devant lui, il y avait une frustration. Et là, il revient. Puis même lorsqu'on a annoncé, là, il était à Harrisburg, puis on a annoncé qu'il était de retour dans le baseball majeur, c'était extrêmement touchant parce que c'était... Tu veux... Tu sais, comme entraîneur des ligues mineures, c'est ce que tu veux faire plaisir à un joueur pour lui annoncer « Hey, tu t'en vas en haut, mon ami. » Tu sais, c'est des moments extraordinaires. Alors, bravo. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, écoute, il y a de la toffe, ce gars-là. Hein? Oui. En santé, là, on va surveiller. Barrett peut donner un fier coup de main aux Nationals dans le dernier droit. Oui. Et l'autre histoire, ça implique les Red Sox de Boston. C'est David Ortiz qui va effectuer le premier lancer du match de lundi contre les Yankees de New York. Ça, c'est toute une histoire de lui qui est passé à un cheveu de laisser sa peau dans une fusillade là, chez lui, en République dominicaine. Là. Je sais pas si ça va inspirer les Red Sox, mais en tout cas, ça va peut-être dévier un peu l'attention. Oui. Dernier sujet, Marc. Là, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que, écoute, on parle du baseball, du fait qu'il y a beaucoup de circuits, on en parle de façon négative depuis quelques années pour toutes sortes de raisons. Bon, je dirais plus 2 ans. Oui, mais ça, il y en a qui aiment ça, quand c'est du sucre là, sur le baseball, pour toutes sortes de raisons. On peut le faire sur tous les sports si on veut. Mais dans le cas du baseball, effectivement, le nombre de retraits sur des prises, le nombre de coups sûrs qui est en diminution, le nombre de... bref. Il y a moins de vols de but. Pour toutes les raisons au monde. Et là, je t'ai refilé, Marc, un article qui a été écrit sur le fameux déclin du baseball. Il y a des textes qui ont été écrits il y a 100 ans, Marc, et qu'on pourrait publier aujourd'hui. C'est la même chose qu'on disait à l'époque. Puis... Écoute, puis à l'époque, on s'en va à une époque où les gens, je dis pas que les gens vont s'en rappeler, mais on va parler de nom, là, parce que lorsque Babe Ruth est arrivé, on a commencé à frapper on frappait pas de circuit. Non, il n'y en avait pas de coups de circuit avant Babe Ruth. Alors, Babe Ruth a révolutionné l'ère des coups de circuit. Alors là, on est tombé dans les coups de circuit. Tout le monde a commencé Alors là, les vols de but étaient en nette diminution. Il n'y en avait plus de cours et frappe, Alain. Il n'y en avait plus. On disait dans les journaux qu'on se plaignait que c'était la fin de ce qu'on appelait le baseball scientifique. Exact. Là, c'était à coup de circuit. Puis là, puis par la suite, ça a duré les Roger Maris puis les records de coups de circuit jusqu'à temps que... Il y a eu 2 choses qui sont arrivées. Il y a eu Roger Maris, l'expansion, qui a changé des choses. Avant ça, il y a eu Jackie Robinson. Voilà. Jackie Robinson et l'arrivée des Noirs parce qu'on jouait une autre sorte de balle dans les ligues des Noirs. Et là, on a recommencé à courir. Bon. Alors, et là, il y a des gens qui se sont dit « Ah, là, il n'y a plus de coups de circuit. » Fait que ça se plaignait quand même un peu. Mais là, il y en a qui étaient contents de revoir les fameux vols de but, les fameux cours et frappes, les vols du marbre, des jeux spectaculaires, des joueurs plus athlétiques. Exact. Et là, il y a eu l'expansion par la suite où là, les coups de circuit sont revenus. Oui. Alors... C'est pour ça que je disais souvent, Alain, depuis 2 ans... En fait, et les terrains synthétiques aussi qui ont augmenté l'attaque, il faut quand même le dire. Non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au cours des 100 dernières années... ça a été cyclique. Ça a été cyclique. Et 2018, 19, 17, 18, 19 ne fait pas exception. Oui, et moi, je veux juste rappeler, il y a eu des années comme ça. Allez jeter un petit coup d'œil sur l'année 1930 dans le baseball majeur ou 1968. Là, je prends 2 extrêmes. Là. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Mais en 1930, là, la moyenne au bâton cumulative de la Ligue nationale était au-dessus de 300. Écoute, là, ça frappait. Là. C'est là où Hack Wilson a établi son record de points produits, là, 191, là, qu'on a cru pendant longtemps que c'était 190. Là, ben, ça, c'est autre chose. Mais, tu sais... Et là, 1968? Et 1968, où là, c'était la moyenne de points mérités des 2 ligues qui étaient en bas de 3. C'est là où Bob Gibson a eu son 1,12 moyenne de points mérités. Et c'est là qu'on a décidé d'abaisser les monticules. Exactement. Donc, on a pris des moyens de réguler un peu, régulariser, si tu veux, un peu les statistiques par toutes sortes de moyens. Le baseball majeur ne dira pas comment on l'a fait. Même si on a baissé de monticule,
C'est pas dit qu'on n'a pas changé un peu la balle en 69 non plus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça va se calmer, les choses. Comme on le mentionnait, c'est cyclique. Et l'annonce de la fin, du déclin du baseball, a été annoncée, ça fait 100 ans. Mais quand je regarde le nombre de personnes qui s'intéressent encore au baseball, parce que oui, il y a peut-être moins de monde dans les estrades, mais regarde les codes d'écoute partout. Ça inclut à Tampa, sont excellentes. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous suggère de lire un article de Forbes sur les revenus du baseball majeur et les droits de télévision. Non, exact. Il y a moins de monde qui se déplace, mais ça, c'est un constat qui est pas juste au baseball. Exact. Et donc, les codes d'écoute sont là. Alors ça c'est sûr que c'est rassurant pour le baseball. Mais moi, je reviens, c'est pas mauvais ce qui se passe dans le baseball actuellement parce que il y a de plus en plus, selon moi, les athlètes sont encore meilleurs qu'il y a une dizaine d'années. Je ne peux pas remonter 75 ans, là, il y a une dizaine d'années. Les athlètes sont meilleurs. On commence à avoir des athlètes qui lancent et qui frappent. Lorenzen, ce qu'il fait avec les Reds, là, il a été inspiré par Shohei Ohtani. Moi, je trouve que ça, c'est inspirant pour le baseball. Fait qu'il y a plein de bonnes choses. Et là, la fameuse balle, parce que tu sais qu'on a trouvé... Hein, oui. Alors, moi, je suis convaincu sans dire qu'on va remettre ça à niveau, ça va faire... Il y aura peut-être un petit peu moins de circuits l'année prochaine. On verra ce que ça va donner. Mais... Peut-être courir plus. Exact. Alors, c'est pour ça que... Il ne faut pas s'en faire. T'sais, moi, je jouais à l'époque où il y en avait des amortis pour des coups sûrs. Écoute, Brad Butler en avait 75 dans l'année. Tu vois plus ça. Mais c'est des choses qui vont peut-être revenir en raison des défenses adaptées où les gars vont peut-être trouver des moyens de s'armer. La petite balle va peut-être servir. Dans les séries, j'ai l'impression qu'on pourra avoir quelques petites surprises. Regarde Atlanta qui a fait l'acquisition de Billy Hamilton. Ça, c'est en fonction des séries, mon cher Marc. Les séries vont être un petit peu plus à l'image de ce qu'est le vrai baseball que la saison régulière, selon moi. J'ai bien hâte de voir ça. Il y a des bons lanceurs qui s'en viennent du côté de Houston. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de... On n'aura pas le choix de trouver moyen de provoquer des points, Alain. C'est ta faute, Verlander, Garrett Cole, Zach Greinke et puis Miley qui va... Bon, alors, à un moment donné, tu ne peux pas juste attendre toujours le coup de circuit. Effectivement. Marc, ça complète ce compte complet qui a été, ma foi, fort bien rempli cette semaine. Là, on va se donner rendez-vous ce mercredi et je vous invite d'être là parce qu'on a parlé de Billy Hamilton. On le verra peut-être, les Braves d'Atlanta contre les Phillies de Philadelphie, deux équipes de la section Est de la Ligue nationale. Les Phillies qui sont encore bien placés pour se classer pour les séries. C'est à 19h, mercredi à RDS. Les partants prévus, Kyle Cole pour les Braves et Eflin pour Philadelphie. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.